La beauté existe, la réconciliation existe, et la grâce existe, voilà. Ah oui, oui, alors là je continue mon travail de pédagogie, puisque d'ailleurs travail de pédagogie qui effectivement a été validé récemment par le CRIF, puisque effectivement je crois M. Prasquier a déclaré que de toute façon avant 1945 la terre entière était antisémite, c'est vrai, je le reconnais, et je vais même démontrer là par une lecture de texte que même les anti-nazis de combat étaient antisémites aussi, c'est-à-dire qu'ils combattaient Hitler tout en étant antisémites jusqu'à la trogne, je vais vous le montrer. Hein. C'est d'ailleurs c'est ce que disent il y avait un documentaire récemment sur Arte qui disait que De Gaulle était un antisémite, Churchill un antisémite. Le 25 juin 1942, c'est la première fois que la presse mentionne l'utilisation du gaz par les nazis pour supprimer les juifs, ainsi que le nombre de morts. Ces révélations n'entraînent pourtant aucune réaction. Cassin a préparé pour De Gaulle un plan de sauvetage des Juifs d'Europe à soumettre aux Alliés. Mais le général est sceptique. Ne parvenant pas à croire que Hitler réserve aux Juifs de France le même traitement qu'aux Juifs de l'Est, il ne donne pas suite au plan de Cassin. Ils étaient tous antisémites, quoi. Ils ont fait la guerre à l'Allemagne nazie malgré leur antisémitisme. Oui, Churchill, Roosevelt, De Gaulle et Staline en savaient bien plus sur l'élimination des Juifs que les images de la libération des camps tournées en 1945 le laissent croire. Effectivement, je vais vous citer comme antisémite Erasme. Hein. Alors Erasme, né en 1466, mort en 1536, reconnu comme le plus grand humaniste de la Renaissance. C'est vraiment l'humaniste chrétien intégral qui fait le lien donc entre l'humanisme qui ira vers la laïcité et les droits de l'homme et le christianisme authentique qui se réclame non pas d'une église dévoyée mais des évangiles. Donc Erasme, c'est l'humaniste par excellence, hein, Erasme. Hein, voilà. Alors je vais vous dire ce qu'écrivait Erasme en 1487, je crois. C'est une rapine et un écorchement des petites gens par les Juifs, tel qu'on ne peut absolument plus le souffrir. Dieu fasse miséricorde. Les usuriers juifs s'accaparent même des plus petits villages, et quand ils prêtent 5 florins, ils prennent en gage 6 fois plus, et prennent les intérêts et les intérêts des intérêts. Voilà, phrase de ce qui nous ramène exactement au capitalisme financier de Wall Street. Hein, voilà. Donc après, je vais vous citer le philosophe des philosophes, le plus grand philosophe de l'ère bourgeoise moderne, l'incontestable Emmanuel Kant. Là, c'est pas rien, au-dessus, comme dirait l'autre, c'est le soleil. Il n'y a rien au-dessus de Kant. Hein. Voilà. Il n'y a que des kantiens, des néo-kantiens dans le monde moderne, dans le monde bourgeois. C'est un peu le dieu laïque. Hein. Et d'ailleurs, incontestable. Hein. C'est le grand philosophe, c'est le Beethoven de la philosophie. Voilà. Hein. Alors lui, il a vécu entre 1724 et 1808. Alors je vais vous citer Emmanuel Kant. « Les Juifs qui vivent parmi nous ont acquis par leur esprit usurier, non sans raison, la réputation d'être des escrocs. Il semble pourtant bouleversant de se figurer une nation d'escrocs. Mais il est tout aussi bouleversant, cependant, de penser à une nation de simples marchands, dont la partie de loin la plus nombreuse, liée par une vieille superstition reconnue par l'État dans lequel ils vivent, ne cherche aucun honneur civique, mais bien au contraire, n'ont de cesse de remplacer celui-ci par les avantages d'abuser le peuple dans lequel ils trouvent protection, et même leur propre peuple. » Alors ça, c'est Kant qui dit que les Juifs sont un peuple d'usurieux, qui passent leur temps à manipuler et à escroquer les gens qui les hébergent, et même leur propre peuple, c'est-à-dire les Juifs de base par rapport aux Juifs d'élite. Donc après ça, je vais vous parler des antisémites anti-nazis, c'est-à-dire des gens qui ont libéré les Juifs des camps, et qui ont été avec eux, qui les ont soutenus, et qui en dispensaient pourtant pique-pendre. Voilà. Alors, première citation du général Patton, qu'on connaît parce qu'il y a eu un film sur lui, dont la mort est suspecte d'ailleurs. Hein. Je pense qu'il a été éliminé et assassiné. Hein. Notamment parce qu'après avoir gagné la guerre contre l'Allemagne nazie, il voulait poursuivre et empêcher l'Europe de Staline de prendre, enfin qu'on lui offre la moitié de l'Europe. Lui, il n'a pas compris, à mon avis, c'est ce qu'on appelle un goy, un bon militaire, mais un goy imbécile. Il n'a pas compris pour qui il travaillait. Pour ça, il aurait fallu qu'il lise Stash Mullins, Douglas Reed, et il aurait peut-être compris que c'était plus compliqué que ce qu'il avait cru, et qu'il aurait peut-être mieux fait de rester chez lui, plutôt que de bouffer du boche. Voilà. Alors, lettre du 27 août 1945 du général Patton, constatant les horreurs commises sur la population civile allemande. Hein, parce que n'oublions pas que les Allemands, 7 millions de mecs au tapis. En plus, c'est 7 vrais millions, hein, c'est pas 6. Hein, 7, c'est plus que 6, et ça, c'est des vrais millions. Hein. Voilà, la catastrophe hitlérienne, on va l'appeler ça comme ça, parce que c'est une catastrophe, c'est une Shoah, c'est vrai, c'est une catastrophe, a tué au bas mot 7 millions d'Allemands.
Après les Russes, c'est le second peuple victime de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Voilà. Alors, j'étais à Francfort pour une conférence du gouvernement civil. Si ce que nous faisons s'appelle la liberté, je ne comprends pas comment les Américains peuvent tomber si bas. Ça, c'est juif, j'en suis sûr et certain. Donc ça, c'est lettre du général Patton à Francfort le 27 août 1945. Il est sur le terrain, hein, c'est encore fumant. Voilà. Ça ressemble beaucoup d'ailleurs à Rigaudon et D'un château l'autre de Céline, sa conception, sa vision. Voilà. Dans son journal, le 31 août 1945, toutes ces horreurs proviennent des Juifs qui essayent de se venger de cette manière. En réalité, les Allemands sont le seul peuple qui soit resté convenable en Europe. C'est correspondance certifiée du général Patton du 31 août 1945. Je vais vous la relire, hein, elle est belle. Toutes ces horreurs, donc c'est ce qui découvre du massacre des populations allemandes et de la destruction de l'Allemagne par des bombardements sur les civils. Et c'est d'ailleurs c'est par ça qu'un certain Vincent Renoir explique effectivement les tonnes de cadavres qu'on va trouver dans les camps aussi. À partir de 1943, la stratégie alliée a été de bombarder l'Europe, non seulement pour détruire les pays, et notamment l'Allemagne, mais aussi pour démoraliser les populations, et par la suite, pour pouvoir pénétrer et envahir l'Europe afin de la libérer. Et cette stratégie de bombardement a provoqué des morts par centaines de milliers. Le 23 novembre 1943, l'aviation anglaise déverse 2300 tonnes de bombes incendiaires sur la population civile de Berlin. Un crime de guerre pour le moins qui ne sera jamais jugé, puisque ce ne sont jamais les vaincus qui jugent les vainqueurs. Les 16 raids de terreur sur Berlin dans les jours qui précédèrent et suivirent cette date firent des dizaines de milliers de morts civiles et des centaines de milliers de sans-abri. Eh bien, cette stratégie en 1945, une fois la victoire acquise, cette stratégie qui avait fait des centaines de milliers de morts au mépris de toutes les lois de la guerre, il a fallu la cacher. Hein, il faut s'intéresser à ce que dit Renoir sur l'explication de ces tonnes de cadavres faméliques. Voilà, on permet là de raccorder tout ça. Hein. Je veux dire, l'Allemagne a été réduite en cendres, y compris comment dirais-je, les camps de concentration. Il faut bien comprendre, ça n'y a pas échappé. Pénurie alimentaire, destruction des accès par le train, donc livrés à eux-mêmes, sans nourriture, etc. Plus rien pour les soigner. Donc effectivement, une mortalité exponentielle due bien sûr au fait qu'ils aient été concentrés dans des camps de concentration, mais à l'effondrement global du Reich. Hein, ce qui veut dire que la surmortalité exponentielle dans les camps s'explique aussi par l'effondrement de l'Allemagne et la manière dont les Alliés, avec la cruauté légendaire des peuples de l'Ancien Testament, c'est-à-dire juifs et protestants, ont massacré l'Allemagne, on l'ont châtié sous une pluie de bombes, exactement comme font les Israéliens sur Gaza, ou comme ont pu la faire l'armée américaine en Irak, avec les génocides programmés par Madame Albright, 500 000 enfants morts de faim, etc., etc. Enfin, tout ça est... We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And, you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. C'est cette vision judéo-protestante, talmudo-sioniste, qui choque même le général Patton, qui n'était pas un rigolo. On mettra des extraits de Patton. I want you to remember that no bastard ever won a war by dying for his country. He won it by making the other poor dumb bastard die for his country. By God, I actually pity those poor bastards we're going up against. By God, I do. We're not just going to shoot the bastards. We're going to cut out their living guts and use them to grease the treads of our tanks. We're going to murder those lousy Hun bastards by the bushel. Donc je relis cette phrase parce que je la trouve incroyable. Je la découvre également, hein. Je ne suis pas un spécialiste au départ. Dans son journal le 31 août 1945, où il est sur le territoire de l'Allemagne en cendres. Hein. Toutes ces horreurs proviennent des Juifs qui essayent de se venger de cette manière. En réalité, les Allemands sont le seul peuple qui soit resté convenable en Europe.
Je vous rappelle que Patton est mort de mort suspecte et on peut soupçonner qu'il ait été assassiné. Voilà. On est souvent assassiné pour service rendu, après service rendu. Que ce soit symboliquement ou physiquement. Vous vous intéresserez, il est mort... Général Leclerc aussi, il y a eu une fin de vie bizarre aussi. Il y a des gens qui meurent comme ça. Voilà. Alors après Patton, je vais vous citer le président des États-Unis, Harry Truman, qui n'était pas spécialement pro-allemand, comme vous pouvez vous en douter. Hein. Et dans sa note de son journal du 21 juillet 1941. Hein. Donc c'est le futur président des États-Unis, Harry Truman, et c'est en 25 juillet 1941. Alors, et eu un entretien de 10 minutes avec Henry Morgenthau à propos du bateau juif en Palestine. Lui ai dit que j'en parlerai au général Marshall. Les juifs n'ont aucun sens des proportions ni aucun jugement des affaires mondiales. Je trouve que les juifs sont très égoïstes. Ils se foutent complètement de savoir combien d'Estoniens, Lettons, Finlandais, Yougoslaves ou Grecs sont tués ou maltraités comme personnes déplacées aussi longtemps que les juifs obtiennent un traitement de faveur. Quand ils ont le pouvoir, que ce soit physiquement, financièrement ou politiquement, ni Hitler ni Staline n'ont rien à leur envier au point de vue cruauté et mauvais traitement envers les faibles. Vous voulez que je vous la relise ou pas? Non, vous la repassez quand vous voulez. Ça, c'est Harry Truman. Et tout ça, validé et vérifié par tout ce qu'on a vécu, par les 65 années qu'on a vécues depuis, et notamment par rapport à ce laboratoire de la réalité juive qui s'appelle la Palestine occupée et l'État d'Israël. Je veux dire, c'est là... Je veux dire, Hitler a permis Israël, comme le dit très bien Rav von Shaya. Les bienfaits de la Shoah, c'est inimaginable. Inimaginable. J'ai bien peur qu'Israël ramène Hitler, si vous voyez ce que je veux dire. On monte encore la pente. Richard Nixon, président des États-Unis, qui d'ailleurs, je vous rappelle, a été poussé à la démission par le scandale du Watergate. Au moment de ce scandale naissant, il commençait à s'énerver contre une certaine communauté et il essayait de s'en tourner uniquement de Mormons pour essayer de sauver l'indépendance de l'Amérique. Il avait un peu la même prise de conscience que son ancien ennemi politique, comme disait Kennedy, qui lui en est mort. Hein. C'est-à-dire qu'il essayait, effectivement, il prenait conscience et était de résister à quelque chose, sans doute, dont il n'avait pas mesuré la puissance dévastatrice sur l'Amérique. Alors, Richard Nixon, enregistrement d'un appel téléphonique entre Nixon et son conseiller Bob Haldeman. Hein, c'est des écoutes liées justement à l'affaire du Watergate. Je veux connaître tous les domaines sensibles où des juifs sont impliqués, Bob. Les juifs sont partout dans le gouvernement. Et nous devons aller dans ces domaines et trouver l'homme qui peut contrôler la situation et qui n'est pas juif pour patrouiller les juifs. Grâce à Dieu, il y a des exceptions, mais on ne peut pas faire confiance à ces bâtards. Ils se retournent contre nous. Je comprends un peu mieux aujourd'hui pourquoi Nixon, effectivement, était obligé de démissionner. Et d'ailleurs, intéressez-vous à l'identité de ceux qui, dans le journal qui était je ne sais pas si c'était le Washington Post, qui ont révélé le scandale du Watergate. Il me semble qu'il y avait peut-être une petite solidarité tribale et communautaire, et que finalement, il y avait peut-être un lien. Et finalement, quelque part, si le journaliste qui l'a fait tomber, en plus d'être un honnête journaliste, n'était pas simplement soit un idiot utile du tribalisme, soit un tribaliste en mission pour faire tomber un président qui essayait de se révolter contre une certaine oligarchie qu'il avait parfaitement identifiée. Lui n'a pas été assassiné comme Kennedy, mais il a été obligé de démissionner. La dernière fois, j'avais interpellé M. Praskier, cardiologue qui, comme tous les juifs les plus aînés, nous vient de Pologne. Je crois que la communauté juive talmudique de Pologne est à l'origine à peu près de toute la violence contemporaine qui s'exerce en Palestine et ailleurs. Je ne sais pas pourquoi historiquement, mais il faudrait vraiment étudier ce que c'est que le judaïsme polonais, le talmudisme polonais. Je pense qu'Israël Shach en parlait assez bien, puisque... Ce talmudisme haineux, violent, rétrograde, qui fait d'ailleurs se pâmer la petite Schneck et Finkelkraut, ce qui est assez absurde, est sans doute la chose la plus obscurantiste, laide et violente qui existait dans l'histoire de l'humanité récente et qui était au cœur de l'Europe. Voilà. Et je remarque que les juifs les plus haineux en France sont souvent issus de la communauté talmudique polonaise. Ce n'est pas un hasard. Il faudrait creuser là-dessus. Aujourd'hui, je vais parler d'un autre sujet. Je demande à Praskier qu'il demande la suppression du prix Goncourt, que le prix Goncourt soit, débaptisé, car les frères Goncourt sont des antisémites carabinés, il faut le savoir. Journal des Goncourt, 1er mai 1893. Tout ça a été publié. Hein, à propos du juif qui, pendant la guerre, avait demandé à être décoré et avait offert pour ce de verser 30 000 francs à la souscription de chaussures lancées par tiers, quelqu'un disait ce soir que le caractère de la race juive diffère absolument du caractère de la race aryenne, en ce que, chez cette race, toute chose au monde a une évaluation en argent. Or, pour le juif, la croix, c'est telle somme. L'amour d'une femme du monde, c'est telle somme. Une vieille savate, c'est telle autre somme. Ainsi, dans une cervelle sémite, tout est tarifé. Chose honorifique, chose de cœur, chose quelconque. Ça, c'est le journal des Goncourt, 1er mai 1893. Hein, voilà.